Le roi Ludwig de Theux de Bavière menait une double vie interdite, recevant de nombreux amants homosexuels et dépensant des millions pour des châteaux de contes de fées et des œuvres d'art somptueuses. Mais il était si absorbé par son monde de rêve qu'il ne vit pas ses ennemis conspirer dans son dos jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il mourut dans des circonstances des plus mystérieuses, et sa mort n'a jamais été élucidée. Cependant, les historiens ont découvert de nouvelles preuves qui pointent vers une révélation choquante. Ludwig Otto Friedrich Wilhelm naquit en 1845 dans un monde d'une richesse et d'un luxe éblouissant, en tant que fils aîné de Maximilien II de Bavière et de sa femme Marie de Prusse. Cependant, malgré les indulgences dont il bénéficiait, une ombre d'attente pesait sur sa vie, car il était destiné à devenir le futur monarque. Le jeune Ludwig fut rigoureusement préparé pour ses futures responsabilités. Ses précepteurs lui imposèrent un régime d'études et d'exercices intensifs. Former un prince n'était pas une tâche aisée, et à mesure que Ludwig grandissait, il devint de plus en plus évident qu'il était un peu étrange. En somme, Ludwig n'était pas fait pour être roi. Au fond de lui, il était un amoureux des arts et de l'architecture, et passait de nombreuses journées joyeuses dans un château de style féerique que son père avait construit, appelé Schloss Hohenschwangau. Ludwig était un rêveur invétéré et menait une vie plutôt isolée. Mais ses excentricités n'étaient pas la seule chose qui le rendait différent. En 1863, Ludwig se vit assigner un officier d'ordonnance nommé Prince Paul, et l'intimité qui en résulta changea sa vie à jamais. Cet automne-là, les deux adolescents passèrent 3 semaines inoubliables en compagnie l'un de l'autre, écrivant ensemble, récitant de la poésie et se liant par leur amour commun pour Richard Wagner. Ce fut le début de la relation la plus passionnée de Ludwig. Cependant, seulement 1 an après avoir rencontré Paul, le père de Ludwig, le roi, décéda. Soudain, Ludwig fut propulsé dans son nouveau rôle lorsqu'il monta sur le trône. Malheureusement, encore très jeune, il n'était absolument pas prêt. Peu après être devenu roi, l'une de ses premières actions en position de pouvoir fut de convoquer le compositeur dont il était totalement épris, Wagner. Il exerça également son nouveau pouvoir en construisant un nouveau théâtre de cour. C'était un chapitre nouveau, excitant et intimidant pour Ludwig. Mais dans tout Munich, des rumeurs sordides commencèrent à circuler. Certains soupçonnaient que l'obsession de Ludwig pour Wagner allait au-delà de son admiration pour l'œuvre du compositeur et qu'il nourrissait même des sentiments amoureux profonds pour lui. Cette attirance ne fut probablement jamais concrétisée, car Wagner lui-même entretenait une liaison avec une femme nommée Cosima. Cela n'empêcha pas Ludwig d'écrire de nombreuses lettres à Wagner, dont les sous-entendus romantiques n'étaient pas subtils. Curieusement, bien que Wagner lui-même fût hétérosexuel, ses réponses étaient surprenantes. Au lieu de repousser les avances du roi, il les encourageait. Avec la bourse royale dans sa poche, Wagner savait exactement ce qu'il faisait et manipulait Ludwig. Mais ce comportement ne pouvait pas durer éternellement. En 1865, en raison du comportement scandaleux du compositeur, Ludwig n'eut d'autre choix que d'éloigner Richard Wagner. Apparemment, les lettres ne faisaient qu'alimenter son engouement, lui causant beaucoup de détresse. Pour être avec Wagner, Ludwig envisagea même d'abdiquer le trône. Heureusement, le compositeur réussit à l'en dissuader. Après tout, son art dépendait de la générosité et du mécénat du roi. Comme il est évident, Ludwig était homosexuel. Lorsqu'il devint roi, son plus proche camarade, le prince Paul, devint son fidèle aide de camp. Cependant, Paul était plus qu'un simple bon ami. Au cours de cette période de sa vie, Ludwig tenait un journal dans lequel il exprimait ses véritables sentiments pour d'autres hommes. Depuis l'enfance,
Son amitié avec Paul s'était transformée en un amour profond, et leur correspondance était empreinte d'une adoration mutuelle. Tout au long de sa vie, Ludwig eut du mal à réconcilier ses désirs romantiques avec sa foi catholique. Par honte et par nécessité, le roi réprima ses véritables sentiments du mieux qu'il pouvait. En tant que roi, il avait la responsabilité de se marier et de produire un héritier. Malheureusement, sa longue liaison avec son ami d'enfance prit fin en 1866, lorsque Paul lui-même trouva une épouse. Bien qu'il fût désormais roi, Ludwig n'était pas la figure imposante que son père aurait souhaité. Il détestait les grandes réceptions et évitait autant que possible les événements sociaux. Il était même assez timide et créatif, préférant passer son temps seul. Ce comportement suscita des tensions parmi ses ministres, qui se méfiaient de leur roi, évitant ses devoirs royaux. Bien que la personnalité de Ludwig créa des tensions parmi ses pairs, il réussit à gagner le cœur de son peuple. Ludwig avait le visage d'un prince. Il était jeune et beau, ses portraits affichant un regard mélancolique, une coiffure impeccable et une présence forte. Une autre raison de sa popularité était sa volonté d'interagir directement avec ses citoyens. Le roi introverti aimait voyager et passait du temps à explorer différentes parties de son pays. Il s'arrêtait même pour discuter avec des fermiers et des ouvriers, offrant de généreux cadeaux à ceux qui lui témoignaient de l'hospitalité. Même aujourd'hui, on l'appelle le roi chéri. Grâce à ces interactions délicieuses, il était exactement le royal que le peuple voulait. Sa gentillesse sincère et son absence de prétention le rendaient cher sensible aux gens du peuple, qui le voyaient comme un monarque soucieux de leur vie, contrairement aux élites distantes de Munich. À mesure que son règne se prolongeait, la nécessité de produire un héritier devenait de plus en plus pressante. Bien qu'il fût secrètement homosexuel, il n'avait d'autre choix que de se marier. Cette obligation devint encore plus urgente en 1867. Il finit par se fiancer à sa cousine, la duchesse Sophie de Bavière. Tout comme l'ancien amant de Ludwig, la seule chose que Ludwig et Sophie avaient en commun était leur amour commun pour Wagner. Cependant, cela ne suffisait pas pour fonder un mariage. Ludwig n'avait clairement pas le cœur à s'engager et ne cessait de repousser la date du mariage. Finalement, en octobre 1867, il annula complètement les fiançailles. Il expliqua à Sophie qu'il ne la voyait que comme une sœur. Pourtant, il y avait une autre raison, pour laquelle Ludwig mit fin aux fiançailles. Alors qu'il était sur le point de se marier, il rencontra un homme dont il tomba éperdument amoureux. Il s'appelait Richard Hornig et travaillait dans ses écuries. Ils se lièrent par leur amour commun pour l'équitation et les chevaux, et bientôt, ils se voyaient tout le temps. Rapidement, bénéficiant des faveurs de Ludwig, Hornig devint même l'écuyer de la couronne. Ensemble, ils partagèrent de nombreux interludes et rencontres clandestines dans des châteaux et chalets isolés. Ils entreprirent même un voyage romantique en France, le roi se déguisant discrètement sous le nom de comte von Berg. Ce fut sans doute sa romance avec Hornig qui poussa Ludwig à rompre ses fiançailles avec Sophie. Pourtant, ce ne fut pas sa dernière liaison. Outre Hornig, Ludwig eut également de nombreux autres compagnons masculins. Notamment, il rechercha l'intimité avec la star du théâtre hongrois, József Kainz, ainsi qu'avec le courtisan Alphonse Weber. Cependant, lorsqu'il s'agissait de ses conquêtes, le roi comblait surtout Kainz de ses faveurs, ce dernier bénéficiant grandement de cet arrangement scandaleux. Sa générosité était sans limite, tant envers son peuple qu'envers ses amants. Lorsqu'il visita la France en 1867, Ludwig fut très impressionné par l'architecture magnifique du pays. En parcourant le palais scintillant de Versailles, rêveur comme il l'était, il imagina les châteaux et manoirs qu'il pourrait construire dans son propre pays. Il voulait embellir sa terre comme la France l'avait fait.
Ce ne serait pas facile, mais le roi ambitieux était plus que prêt à faire des sacrifices pour atteindre ses objectifs. Désespéré de voir la Bavière parsemée de châteaux de contes de fées, le roi puisa dans sa fortune personnelle pour financer les projets. Ludwig se sentait comblé à mesure que ses rêves prenaient forme. Il construisit le magnifique palais de Linderhof ainsi que le célèbre château de Neuschwanstein, qui ne fut jamais entièrement achevé. Bien que Ludwig ait eu de bonnes intentions en refusant de prendre de l'argent dans les caisses de l'État, sa dette personnelle croissante ne contribuait pas au bien-être du royaume. En 1885, le roi se retrouva dans une situation désespérée, endetté de 14 millions de marks. Il avait été incroyablement irresponsable en empruntant des sommes extravagantes à sa propre famille. Naïvement, lorsque ses conseillers tentèrent de lui donner des conseils financiers, il les repoussait et poursuivait ses projets grandioses et ses rêves. Il cherchait des prêts auprès d'autres royaux européens tout en tournant le dos à ses responsabilités d'État. Ses ministres furent scandalisés par ce comportement, mais leurs critiques ne firent qu'accentuer l'agacement de Ludwig. Ils voyaient leurs interventions comme des intrusions dans sa vision artistique, l'isolant encore plus des réalités politiques de son rôle de souverain. Lassé des critiques de son cabinet, le roi Ludwig envisagea de remplacer tous les ministres par de nouveaux visages. Choqué par cette idée, le cabinet décida de prendre les choses en main. Tout d'abord, il devait destituer Ludwig, mais cela devait être constitutionnel. Ils trouvèrent la solution parfaite, mais elle était très douteuse. Déterminés à renverser leur roi, les ministres décidèrent de destituer Ludwig en prétendant qu'il était mentalement malade. Sur le motif d'une folie avérée, le roi serait incapable de régner, mais il ne pouvait pas agir immédiatement. Les ministres avaient encore besoin de preuves, et ils avaient un plan très sournois pour les obtenir. Les ministres mirent leur plan perfide en œuvre. De janvier à mars 1886, Maximilien, comte von Hohenstein, commença à rédiger un rapport détaillant la folie de Ludwig. Il se concentra sur les personnes les plus vulnérables de l'entourage du roi, ses serviteurs. Utilisant son rang intimidant, Hohenstein soudoya les serviteurs pour qu'ils révèlent les secrets les plus sombres de Ludwig. En parlant avec Hohenstein, les serviteurs confessèrent avoir été témoins des bizarreries et comportements étranges de Ludwig. Sa timidité sévère, ses indulgences opulentes et son apathie envers les affaires d'État. Ils parlèrent également de son désir déconcertant de manger dehors par des températures glaciales et de porter des vêtements chauds en été, quelque chose qu'un fou ferait. Les serviteurs prétendirent même que leur roi était agressif et menaçait leur bien-être. Armés d'un rapport rempli d'accusations fragiles, les conspirateurs présentèrent leur dossier à Otto von Bismarck, chancelier de l'Empire allemand, qui flaira immédiatement une machination. Il doutait de l'exactitude du rapport et le qualifia de « ramassis de déchets tirés des corbeilles et des placards du roi ». Bismarck soupçonna correctement que les ministres voulaient simplement se protéger. Néanmoins, il ne fit rien pour interrompre leur plan perfide. Comme les conspirateurs ne purent obtenir l'aide de Bismarck, ils sollicitèrent celle de 4 psychiatres qui apposèrent leur approbation sur le rapport. Ce fut peut-être le geste le plus traître de tous. Tous ces psychiatres prétendirent que le roi Ludwig souffrait de paranoïa, bien que ce fût un mensonge flagrant, et tous, sauf un, n'avaient jamais rencontré Ludwig, et encore moins examiné correctement pour poser un diagnostic de paranoïa avec assurance. À la suite de ces controverses, en juin 1886, une commission arriva au château de Neuschwanstein, où se trouvait Ludwig. Bien que les commissaires fussent non-choussois avec un acte de déposition en main, un serviteur fidèle avait prévenu le roi Ludwig quelques heures à l'avance. Cela donna au roi le temps de se préparer. Il ordonna aux autorités de le protéger et de repousser les visiteurs indésirables.
Non seulement les commissaires durent affronter la garde de Ludwig, mais ils rencontrèrent également la colère de l'une des plus fidèles partisanes du roi, la baronne Esperanza de Zerichega. Elle se précipita sur eux avec son parapluie, les frappant. Après son éclat, elle courut directement aux côtés de Ludwig et identifia chaque conspirateur. Il les fit tous arrêter, mais il était trop tard. Le même jour, la panique de Ludwig s'intensifia. Le gouvernement nomma le prince Luitpold comme prince régent de Bavière. Alors que la réalité de ce qui se passait commençait à s'installer, le roi déchu écouta ses alliés le supplier de fuir ou de se présenter à Munich. Au lieu de cela, le roi fit un choix étrange, optant pour une déclaration audacieuse concernant la trahison planifiée et les fausses accusations. Il s'avéra que personne ne croyait en l'authenticité de sa déclaration. Et avec cette démonstration décevante de leadership, ses soutiens commencèrent à se disperser. Pour aggraver les choses, la police appelée pour le protéger fut remplacée par 36 nouveaux officiers qui scellèrent les entrées du château. Ludwig était désormais piégé. Lorsqu'il décida enfin de fuir, il avait attendu trop longtemps. Bientôt, une seconde commission vint pour lui. Et cette fois, ils le capturèrent enfin. Bouleversé par ce tournant des événements, le roi Ludwig demanda à l'un de ses psychiatres, le docteur Guden, comment il pouvait le déclarer fou, alors qu'il ne l'avait jamais vu, ni examiné auparavant. Le docteur Guden expliqua qu'il n'avait pas besoin d'examiner le roi, car les preuves contre lui étaient déjà accablantes. Le roi Ludwig fut transporté au château de Berg, et le lendemain, lui et le docteur Guden partirent pour une promenade le long des rives du lac Starnberg. Ce fut la dernière fois qu'ils furent vus de vivant. Lorsqu'ils ne revinrent pas comme prévu, une équipe de recherche passa des heures à fouiller les lieux sous une pluie battante. Finalement, ils trouvèrent les corps disposés de manière macabre dans les eaux peu profondes du rivage. Ce fut un mystère dès le départ. Au début, tout pointait vers une sorte de noyade. Mais le rapport d'autopsie aboutit à d'autres conclusions. Tout d'abord, il n'y avait pas d'eau dans les poumons de Ludwig. Deuxièmement, le corps de Guden montrait des signes de coups sévères et semblait même avoir été étranglé. Certains commencèrent à spéculer que Ludwig avait tenté de s'échapper du château de Berg ce jour-là et que ses ennemis avaient saboté ses plans. Mais que s'était-il vraiment passé? Fait intéressant, le pêcheur personnel du roi, Jacob Lidl, détenait la pièce manquante du puzzle. Le pêcheur de Ludwig, Lidl, confessa qu'on lui avait fait jurer de ne jamais révéler certaines choses sur ce qui s'était passé. Cependant, après sa mort, il laissa des notes intéressantes qui donnaient un aperçu du mystère. Les notes de Lidl décrivaient le plan d'évasion du roi Ludwig du château de Berg. Le roi avait enrôlé l'aide du pêcheur qui devait le conduire en bateau sur le lac, où un groupe de partisans loyaux l'attendait. Le plan échoua dès que Ludwig entra en contact avec Lidl. Lorsqu'il monta dans le bateau, un coup de feu retentit sur la rive, le tuant et le faisant tomber sur la proue. Cependant, il y avait un problème avec cette version des événements. L'autopsie de Ludwig ne rapporta aucune blessure sur son corps. Une autre théorie se demande s'il aurait pu mourir de causes naturelles, dues à un choc dans l'eau froide. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Les arguments en faveur de l'idée qu'il fut assassiné revinrent de nombreuses années plus tard. Plus tard, la comtesse Joséphine von Verbna-Kageneck présenta à ses invités, lors d'un thé, un manteau gris familier. Elle affirma que le manteau appartenait au roi Ludwig lui-même. En le retournant entre ses mains, elle pointa directement 2 trous dans le dos du manteau. Selon la comtesse, c'était toute la preuve dont elle avait besoin pour affirmer que, selon elle, le roi Ludwig Kitzonzen avait été assassiné. À ce jour, beaucoup reste un mystère.
Et Ludwig lui-même déclara un jour qu'il souhaitait rester une énigme éternelle pour lui-même et pour les autres. De nombreux faits concernant sa vie et son état mental ne peuvent être pleinement confirmés et ne le seront peut-être jamais. Cependant, selon l'une de ses plus proches amies et cousines, l'impératrice Élisabeth, elle ne croyait pas aux accusations portées contre lui. Elle déclara que le roi n'était pas fou. Il était juste un excentrique vivant dans un monde de rêves. Merci de regarder History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinate, pour découvrir d'autres faits incroyables sur